Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 2 octobre. Pour le moment, il n'y a pas lieu de basculer en zone maximale, a lancé hier le ministre de la Santé Olivier Véran en évoquant Lyon. Mais les jours prochains seront déterminants. Grégory Doucet et Bruno Bernard étaient reçus hier également par Jean Castex, le Premier ministre. Un arrêté préfectoral interdit d'ouvrir les salles de sport de la métropole, mais certains patrons d'établissements ont fait le choix d'aller à l'encontre de ces mesures. Une association créée récemment, Lyon Liberté, entend protéger les libertés individuelles et pour cela a déposé différents recours contre les dernières mesures annoncées à Lyon, comme la fermeture des débits de boissons à compter de 22h. L'affaire Prénat est le livre du cardinal Philippe Barbarin qui admet avoir manqué de courage. L'association The Greener Good organise ce week-end son événement phare, le Greener Festival au château de Montchat. Cette 5e édition fait la part belle à la consommation responsable et à l'alimentation durable. Nous découvrirons dans cette édition l'un des exposants, l'entreprise Common, qui propose des alternatives plus écologiques et éthiques dans le domaine de l'électronique. Et puis à la fin de cette édition, le sport, avec l'Euroleague, premier match pour l'Asvel et première défaite, tandis que l'Asvel féminin ne pourra pas disputer la 2e journée de championnat. 6 nouveaux cas positifs à la Covid-19 dans l'effectif lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les principaux indicateurs de la Covid-19 restent préoccupants à Lyon. Le taux d'incidence global atteint 255 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans atteint 146 cas pour 100 000. Cependant, il n'y a pas lieu de basculer en zone maximale pour le moment, a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran. La part des patients en Covid à l'hôpital reste en effet inférieure à 30% en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le seuil retenu par le gouvernement pour déclencher le rouge écarlate. Reste que les prochains jours seront déterminants. Si les mesures mises en place ne produisent pas suffisamment d'effets, il faudra passer au stade supérieur, a prévenu Jean Castex, en recevant hier Grégory Doucet et Bruno Bernard. Malgré de nouvelles admissions, la situation se maintient dans les hôpitaux du Rhône. 343 patients hospitalisés, soit 12 de moins que mercredi, et cela malgré 29 nouvelles admissions en 24 heures. En réanimation, le nombre de patients se stabilise à 71, 2 de moins que mercredi, avec 4 nouvelles admissions en 24 heures. 4 patients sont décédés entre mercredi et jeudi, ce qui porte à 732 le nombre de patients décédés du Covid-19 à l'hôpital depuis le 1er mars dans le Rhône. Un arrêté préfectoral interdit d'ouvrir les salles de sport de la métropole lyonnaise, mais certains patrons d'établissements ont fait le choix d'aller à l'encontre des mesures pour tenter de se maintenir à flot. Les mesures indiquent que l'accès aux salles de sport n'est autorisé qu'aux sportifs de haut niveau et aux mineurs. Sous ce prétexte, certaines salles sont restées ouvertes, avec parfois un accès discret par l'arrière. Mais attention, l'amende peut varier entre 2 000 et 4 000 euros par jour ouvert. Les patrons de salles ont décidé d'organiser une manifestation devant la préfecture lundi prochain. L'association Lyon Liberté, créée il y a quelques jours, entend, elle, protéger les libertés individuelles, les libertés publiques, les intérêts de la jeunesse et des secteurs économiques particulièrement touchés par les mesures sanitaires. Elle appelle à une gestion sereine de l'épidémie basée sur la responsabilité individuelle. L'association, qui se veut apolitique, conteste 5 arrêtés du préfet devant le tribunal administratif. Ces 5 décisions représentent l'intégralité des mesures de restriction sanitaire prises récemment, comme l'obligation du port du masque sur la voie publique à Lyon, l'interdiction des événements de plus de 1000 personnes, l'interdiction des fêtes foraines ou encore la fermeture des débits de boissons à compter de 22h. Lyon, Only Lyon. Only Lyon demain. Retour sur l'affaire Prénat avec le livre du cardinal Barbarin. Philippe Barbarin admet avoir manqué de courage. 8 mois après sa relaxe, le cardinal raconte la tourmente inimaginable qu'il a vécue avec l'affaire Prénat. Dans un livre intitulé « En mon âme et conscience », victime d'un assassinat médiatique, il raconte avoir été traité de pédophile dans le métro, dans les rues, dans le train, avoir été jeté dans le caniveau, piétiné, ce sont ses mots. En mars 2010, Barbarin recevait le père Prénat pour le changer de paroisse. C'est une erreur, j'ai eu tort, j'aurais dû insister pour qu'il m'explique. Avec le recul, je m'en veux de ne pas l'avoir interrogé davantage. J'ai manqué de courage, admet celui qui est désormais aumônier en Bretagne. Aumônier, mais toujours avec le rang d'archevêque. Lyon demain, la radio des Lyonnais qui font bouger la ville. Le site spécialisé dans l'immobilier seloger.com vient d'établir un top 10 des villes où les logements sont les moins énergivores en France. Parmi 40 villes de plus de 100 000 habitants, c'est le parc immobilier de Villeurbanne qui affiche
affiche les meilleures performances énergétiques devant Lyon. Ces deux villes devancent sensiblement Toulon, Montpellier, Marseille ou encore Toulouse et Bordeaux. Paris est à la traîne avec les logements les plus consommateurs d'énergie. Pour établir ce classement, seloger.com a effectué une moyenne des diagnostics de performance énergétique relevés sur des annonces immobilières. Parmi les explications, le fait que Villeurbanne ait connu une forte croissance démographique et un important développement de son patrimoine immobilier ces dernières décennies. Du coup, la ville est naturellement avantagée par rapport à une ville comme Paris, au bâti généralement plus ancien. À cela s'ajoute également le fait que de nombreux propriétaires aient pu bénéficier d'un soutien de la métropole et de son service Éco-Rénov pour revoir l'isolation de leurs biens. L'association The Greener Good organise ce week-end son événement phare, le Greener Festival au château de Montchat. La manifestation est maintenue malgré les contraintes sanitaires. Cette 5e édition fait la part belle à la consommation responsable et à l'alimentation durable. Les explications de Clémentine Mossé, l'organisatrice. On a vu effectivement pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, que les personnes avaient un fort besoin de retrouver leur marché, de consommer plus local, etc. Et l'alimentation est vraiment au cœur de nos vies et il y a d'énormes possibilités qu'on a. En tout cas, ici à Lyon, par exemple, on sait que dans un rayon de 50 km autour du territoire de la métropole de Lyon, on pourrait théoriquement nourrir 90% de la population métropolitaine. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que plus de 90% sont exportés ailleurs. Donc déjà, on voit très bien qu'il y a une bonne marge de progression. Et puis, l'alimentation, ça intègre énormément de dimensions parce qu'aujourd'hui, on parle de bio, de local, de circuit court, de manger moins de produits d'origine animale. Voilà, donc on va essayer de démêler un petit peu tout ça pour voir qu'est-ce qui est bon pour soi et aussi pour son environnement, pour la nature. Parmi les exposants, l'entreprise Common. Avoir une consommation électronique plus responsable, c'est possible grâce à cette société coopérative. Sa mission, proposer des alternatives plus écologiques et éthiques dans le domaine de l'électronique. Les explications de Charlène Robert. Nous possédons presque tous un smartphone ou un ordinateur. Nous le prenons chez différentes marques sans pour autant se soucier de sa provenance ou de la manière dont il a été produit. Pourtant, cela possède son importance, notamment en termes d'éco-responsabilité, puisque certains composants sont polluants ou proviennent de ressources fossiles. Common est une coopérative qui a décidé de changer sa consommation électronique et de changer celle d'autres personnes en proposant des alternatives. Adrien Montagu, l'un des fondateurs, nous présente Common. Eh bien, Common, c'est une coopérative qui cherche à limiter l'impact et les effets négatifs de l'électronique dans plein de domaines, parce qu'il y a énormément d'effets négatifs, d'externalités négatives, que ce soit sociales, environnementales, associées à notre consommation d'électronique aujourd'hui. Et donc, la meilleure façon pour limiter ces soucis-là, c'est allonger la durée de vie des produits électroniques. Et pour ce faire, on a choisi d'associer d'un côté des produits qui soient les plus réparables et les plus durables possibles, et d'un autre, un modèle économique qui est plus soutenable, qui est celui de l'économie d'usage. Common part du principe que l'électronique n'est pas responsable. Pourquoi ? En fait, il y a énormément de problèmes associés à notre consommation dans la mesure où un appareil électronique aujourd'hui, pour être produit, il nécessite une quantité importante de matières premières très diverses qui sont extraites à différents endroits du globe où la plupart du temps, disons que les droits humains ne sont pas spécialement trop à l'ordre du jour. Donc on peut citer par exemple le cas de l'or, du tantal ou du cobalt qui sont extraits dans des conditions dramatiques en République démocratique du Congo où ce sont des milices armées qui détiennent des mines et exploitent des familles entières pour aller se faufiler dans les galeries. Donc ça c'est, on va dire, le côté le plus emblématique des externalités sociales. Après, vous allez avoir en fait la consommation des ressources. Donc c'est-à-dire que pour fabriquer tous ces appareils, donc il y a des matériaux. J'en viens d'en évoquer 3. On peut évoquer aussi l'indium. C'est un matériau qui est nécessaire pour faire les écrans tactiles et on sait que le pic de production devrait arriver aux alentours de 2030. Donc à partir de 2030, il va falloir qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on peut produire comme produit tactile. Est-ce qu'on va continuer tout le temps à faire des produits tactiles, sachant qu'on va avoir une matière première qui va venir à manquer? Ça, c'est une question. Au-delà après des matières premières, il y a le coût carbone des appareils électroniques. C'est-à-dire que pour être produit, un smartphone, ça nécessite énormément d'énergie, que ce soit pour l'extraction des matières premières, pour le raffinage des matériaux, pour la fabrication des composants semi-conducteurs, pour l'assemblage, etc., etc. Chaque étape du cycle de la production d'un appareil nécessite une quantité très importante d'énergie. Et comme aujourd'hui, la plupart des chaînes
de production ne sont pas forcément dans un endroit où la transition énergétique est à l'œuvre, eh bien, la plupart du temps, nos téléphones sont fabriqués avec de l'énergie très très carbonée de type centrale à charbon. Que faire alors pour faire face à ces problèmes ? L'idée, c'est d'allonger au maximum la durée d'usage des appareils, parce qu'on comprend bien que si on a une énorme facture environnementale, si on renouvelle son appareil tous les 6 mois, tous les 6 mois, on va rajouter une facture et le bilan à la fin de l'année il va être catastrophique. Donc plus on va conserver son appareil longtemps, plus quelque part on va amortir la facture environnementale et sociale. Sachant qu'aujourd'hui, je suis pas certain qu'on ait la durée idéale qui permettrait de réellement amortir les coûts sociaux et environnementaux, si tant est qu'on soit capable de chiffrer de manière objective les coûts sociaux. Mais bon, toujours est-il que plus longtemps on conserve son appareil, moins on va solliciter les ressources et moins on va générer d'externalités sociales. Quelles sont les solutions proposées par Comone ? On va proposer donc des appareils tels que le Fairphone, qui est un smartphone qui est conçu aux Pays-Bas, qui est plus réparable, qui est plus éthique dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de parfait dans le secteur. C'est simplement Fairphone, c'est un des acteurs les plus avancés dans le domaine. Ils ont fait énormément de travail pour augmenter la traçabilité des métaux, pour s'assurer que les filières n'alimentent pas des trafics d'armes, ce genre de choses. Et puis, ils ont proposé un appareil qui est beaucoup plus réparable que la moyenne. Sur le Fairphone, vous allez être capable de changer très facilement l'écran, le micro, la caméra. Et donc nous, on va proposer ce type d'appareil-là, sachant qu'on a aussi des ordinateurs, des casques, d'autres types de smartphones qui sont eux conçus pour être étanches, robustes, etc., etc. Donc on va sélectionner tout un ensemble d'acteurs, de producteurs d'appareils électroniques qui sont engagés dans une bonne direction. Et leurs produits, on va non pas les vendre, mais on va les louer sans option d'achat avec du service. C'est-à-dire que le client, il va bénéficier non pas uniquement d'un appareil, mais d'un service. Donc, dans le cadre du service, il y aura la prise en charge des pannes, des casses, l'assistance à l'usage et l'appareil. Donc, on garantit la fonctionnalité de l'appareil, quelle que soit la durée d'utilisation. C'était Adrien Montagu, l'un des fondateurs de la coopérative Comone, qui vise à proposer une consommation de l'électronique plus responsable. Plus d'informations sur le site comone.com. Merci Charlène. Les sports à présent, basket, l'Euroleague, l'Asvel échoue sur le fil à Valence. Les Villeurbanais ont une balle de match en Espagne, mais Amine Noah a échoué à 3 points à la dernière seconde à Valence. Valence bat donc l'Asvel 65-63. L'Asvel a malgré tout montré lors de cette première journée qu'elle avait les moyens de ses ambitions dans cette compétition européenne. L'Asvel féminin a vu son prochain match de championnat contre Hainaut Basket reporté pour cause de découverte de 5 cas de Covid-19 dans son effectif. Le match devait se dérouler samedi à Mado-Bonnet. La première journée prévue à Charnay-les-Mâcons le 26 septembre avait déjà été ajournée à la suite de 6 cas positifs à la Covid-19 dans l'effectif lyonnais. 4 joueurs de l'Olympique lyonnais au rendez-vous à Clairefontaine lundi pour la seconde fenêtre internationale de la saison. Comme en septembre, Léo Dubois et Oussama Aouar ont été appelés par Didier Deschamps pour affronter l'Ukraine le 7 octobre en amical, le Portugal le 11 octobre et la Croatie le 14 octobre en Ligue des Nations. À noter que ce week-end de Ligue 1 sera marqué par le choc entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Le titre de meilleure joueuse UEFA de l'année a été décerné à l'attaquante de Wolfsburg, Pernille Harder, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions masculine hier soir à Genève. Déception dans le camp lyonnais avec la 2e place seulement pour Wendy Renard. Pour autant, l'Olympique lyonnais a raflé la plupart des autres trophées. Sarah Boadi, gardienne, Jennifer Marozan, milieu et Jean-Luc Vasseur, entraîneur, ont été récompensés dans leurs catégories respectives, comme Wendy Renard chez les défenseurs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi. Restez prudents.